L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, diffusé également sur TV 78. Épisode 205, ce soir, mon invité est Carl Olive. L'hebdo politique. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes le maire d'hiver droite de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Avant d'entrer dans le monde politique, vous étiez d'abord journaliste, d'abord à Yvelines Première, puis à Canal+. Vous avez un temps dirigé le service des sports. Dans le foot, vous avez été le président de plusieurs clubs, de l'AS Chatou, de l'AS Poissy dans les Yvelines. Vous avez également connu une expérience un peu moins réussie et plus courte à l'ACBB, le club de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Dans votre engagement politique, ensuite, vous n'avez pas effacé cette fibre sportive qui vous caractérise. Que représente pour vous le sport dans la vie de tous les jours ? D'abord, merci pour l'invitation. Le sport, c'est l'école de la vie. Quand on est imbibé aux règles du jeu à la minute où vous prenez votre licence, vous savez que le sport va être un espèce de viatique qui va conduire votre histoire. Moi, vous savez, je suis issu d'une famille nombreuse, nous étions 8, 5 garçons et une fille, on a toujours fait du sport. Et notre pain, finalement, au quotidien, c'était d'aller taper dans la balle au pied de l'immeuble, dans le quartier populaire de la Coudray. Et puis, j'ai toujours été sportif, comme ma famille a toujours été sportive. Ma sœur est aujourd'hui présidente du comité olympique, Brigitte Henriquez. Et quand j'ai été élu en 2014 à la ville de Poissy, j'ai d'abord respecté l'ensemble des agents en les rassemblant et en leur rappelant les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est comme dans le sport. Vous appliquez les règles, vous les interprétez pas. Vous êtes dans le jeu ou vous êtes en dehors du jeu. Et ça fonctionne très bien. Pour un ancien arbitre comme vous, ce n'est pas étonnant. Vous êtes un homme de médias, un homme du sport et un homme politique. Enfin, voilà certainement pourquoi une mission gouvernementale vous a été confiée. Votre objectif, trouver des solutions pour l'insertion par le sport des habitants et notamment des jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Vous devrez rendre vos conclusions le 11 janvier prochain. Cela vous a fait plaisir que l'on pense à vous pour remplir cette mission ? D'abord, je n'ai pas mis 30 secondes avant d'accepter. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le sport fait partie intégrante du quotidien de nos jeunes, quels qu'ils soient. Là, on va parler quartier populaire, ce qu'on appelle les quartiers en politique de la ville, mais je dirais qu'on va même élargir le périmètre. Il n'y a pas besoin d'être seulement quartier de politique de la ville pour aimer le sport, pour faire du sport, pour s'insérer par le sport. Le sport, c'est magnifique d'en voir les vertus. Vertus sanitaires. Pendant 1 an et demi, nos gamins ont pris du poids. Ils ont été addicts depuis aux jeux vidéo, aux PlayStation, etc. Vous en savez quelque chose. Et ils n'ont pas attendu le Covid. Mais aujourd'hui, ça s'est creusé. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que nos jeunes ont déserté CQFD, les associations sportives dans lesquelles ils appartenaient. Il faut les faire revenir dans les clubs sportifs, justement pour avoir ce côté adossé à la vertu du sport, mais aussi à la vertu de la discipline, du respect des règles. Enfin, le sport est aussi un moyen d'insertion vers l'emploi. Et ça me paraît très important. Aujourd'hui, dans nos quartiers populaires, il y a 2 fois moins de jeunes qui ont accès aux clubs sportifs parce que justement, ils ne sont pas forcément suffisamment accompagnés. Et quand vous n'êtes pas accompagné, c'est la porte ouverte à plein de choses, y compris à des bêtises, y compris à des incivilités. Alors, cette mission, évidemment qu'elle m'a fait plaisir parce que je suis né dans les quartiers populaires. Je crois pouvoir dire que le sport a toujours été un bagage qui a toujours été à mes côtés depuis que je suis môme. On va rien inventer, Corentin. On va rien inventer, on va simplement voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas et voir ce qu'on peut préconiser. Et pour cela, il faut aller sur le terrain. Moi, c'est mon ADN. Donc, je vais me promener dans les 12 belles régions de France et faire aussi une escale en Outre-mer parce que je veux que ce soit le terrain qui parle lorsque je rendrai mes conclusions, comme vous l'avez dit, à la mi-janvier 2022. Alors, vous avez dit où vous allez aller, mais qui est-ce que vous allez rencontrer ? Alors j'ai déjà démarré pour rencontrer des acteurs de terrain. Moi je veux aller voir par exemple des mamans qui ont des initiatives du côté de Roubaix qui permettent justement à ces jeunes de sortir parfois du quartier. Je veux aller également dans un quartier de Toulouse où au travers par exemple de la boxe, des jeunes sont intégrés et parfaitement intégrés et insérés dans le tissu social. Hier j'ai rencontré une association qui s'appelle l'association Appels qui a une très belle idée, donc l'agence pour l'insertion
l'insertion par le sport, qui a une très belle idée, c'est de mettre en place des coachs par l'insertion par le sport. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'aller chercher, dénicher des pépites. Alors pas des pépites pour être footballeur professionnel ou des pépites pour être rugbyman professionnel, mais simplement des pépites qui vont identifier celles et ceux qui ont un profil pour pouvoir les accompagner dans le travail. Et une fois qu'elles ont trouvé un boulot, il y a du partenariat avec la PELS, eh bien c'est les suivre effectivement dans le travail. Comme j'aime à dire, dans nos collectivités, ici à Elancourt comme ailleurs, évidemment qu'on embauche. On embauche également des jeunes. Mais parfois des jeunes qui n'ont jamais travaillé, on va s'apercevoir que 2 semaines après, ils sont en retard au travail. 3 semaines après, ils ne vont pas venir, on ne sait pas pourquoi. Ils ont besoin un peu de tuteurs, vous voyez, et les tuteurs de confiance. Donc celles et ceux en qui ils se ressemblent. C'est un peu ce que propose la PELS. Vous voyez, ça fera certainement partie des préconisations que je ferai à l'État au mois de janvier prochain. Alors comme autre initiative, j'ai noté celle de la Ligue de Paris de football. Cette dernière a lancé à partir de cette année, en partenariat avec les clubs de football franciliens, des formations en apprentissage pour obtenir le BMF, le brevet de moniteur de football. Ce diplôme permet ensuite d'entraîner des équipes de foot au niveau départemental. En ce moment, il y a une tendance à développer au maximum les contrats en apprentissage. Ces contrats dans le monde du sport, c'est quelque chose à développer pour l'insertion. Alors, c'est pas à moi que vous allez me dire que l'apprentissage est une vertu cardinale de ce que nous devons faire, et notamment en direction des jeunes. Et je salue Radio Sensation pour continuer à faire de l'apprentissage comme vous le faites si bien. Pour moi, l'apprentissage, c'est un passeport pour l'emploi. Vraiment, c'est un véritable passeport pour l'emploi. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est que l'initiative de Jamel Sanjak, le président de la Ligue de football professionnel d'Île-de-France, va évidemment dans ce sens-là. Je vais rencontrer Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a mis en place des BAFA pour le football. Là, vous me parlez d'éducateurs pour le football, et c'est très bien parce qu'il faut éduquer nos entraîneurs, nos dirigeants qui ne le sont pas suffisamment. Raymond Domenech propose également de former des jeunes pour le BAFA football. C'est formidable, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui va faire son BAFA, son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, va pouvoir ensuite encadrer pendant les vacances, par exemple, des stages de football. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas forcément formés. Et donc, ils n'ont pas le BAFA. Donc, vous voyez, comme je dis, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes idées. Il y a de belles idées. Et n'oublions pas que là, on parle football, on a donné 2 exemples. Ma mission, elle n'est pas simplement cernée autour du football, elle est cernée dans le permettre autour du sport en général, vous avez raison. On va en parler du sport en général. L'équipe de France olympique a remporté 33 médailles au JO de Tokyo cet été. C'est 9 de moins qu'à Rio en 2016. Est-ce que ce résultat vous a un petit peu déçu ? La mieux placée pour en parler, c'est ma sœur. C'est Brigitte Henriquez, la présidente du comité national olympique sportif français. Moi, j'ai le cœur qui vibre à chaque fois qu'il y a une Marseillaise. J'ai le cœur qui vibre à chaque fois qu'il y a une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or. Je suis un passionné de sport, donc mon cœur, il fait boum, 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 boum. C'est ça qui m'a plu, y compris à Tokyo, et notamment dans les sports collectifs. Dans les sports collectifs, on est certainement l'un ou le meilleur pays au monde. C'est formidable. Capitalisons sur justement ce qui va bien. Et puis améliorons ce qui va un peu moins bien. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que peut-être que la déception que vous rappelez sur le fait qu'on ait fait moins de médailles vient peut-être du fait qu'il n'y a pas eu assez d'accompagnement, justement, avant les JO de Tokyo, de très très grande qualité. Ou en tout cas d'accompagnement fluide. Il faut investir dans l'accompagnement, il faut investir dans les entraîneurs. C'est aussi cela, la formation à la française. Mon petit doigt me dit que c'est aussi dans ce sens-là que Tony Estanguet, que les équipes qui l'entourent, que Brigitte Henriquez vont aller d'ici 2024, parce qu'il est important, à côté des acteurs de terrain que sont nos championnes et nos champions, qu'ils soient parfaitement organisés, et je dis aussi parfaitement accompagnés. On va peut-être parler de ce qui s'est passé à Poissy cette semaine avec les 250 nageurs, gamins du département qui sont venus autour de champions olympiques. J'ai discuté avec des champions olympiques de natation, Yannick Agnel, Mehdi Metella, ou une championne d'Europe qui s'appelle Fantine Le Saffre. Leur sujet, c'est évidemment de pouvoir vivre de leur passion. Ils sont champions olympiques et ils doivent toujours aller être proactifs pour aller chercher du financement. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il faut qu'on reste focus sur son cœur de métier. Ce qu'on demande à Yannick Agnel, à Mehdi Metella, à la jeune Fantine Le Saffre, c'est d'être champion olympique, c'est d'être des très très grands champions. Peut-être un peu moins d'aller chercher le financement qui doivent pouvoir leur permettre de le devenir. Ça, c'est le politique qui doit gérer ça. La France est-elle un pays de sportifs, Carl Olive ?
La France est un pays de sportifs, la France est un des grands pays de sport avec des installations qui sont des installations merveilleuses et qui vont être décuplées avec le programme de 5000 dispositifs et notamment de dispositifs de proximité. On va en reparler, il faut quand même le signaler. Peut-être pas suffisamment. Il y a 50 ans que le plan 1000 piscines avait été créé, donc là je pense qu'il faut massivement investir pour notamment Paris 2024, on va y revenir certainement. La France est un pays sportif évidemment, avec de très grands champions. Il ne faut pas simplement garder le spectre sur la cerise sur le gâteau. Il faut aussi s'occuper du gâteau, et à mon avis plus encore qu'aujourd'hui. Ça signifie quoi ? Ça signifie justement qu'il faut aller chercher ces jeunes, et ces jeunes, Corentin, il faut aller les chercher entre 6 et 10 ans. Derrière, c'est presque perdu. Il faut qu'aujourd'hui, on est presque même en retard en 2021, 2024, c'est demain. On a un héritage à préparer, et je redis que nos gamins, depuis 1 an et demi, ont pris du poids. Les mêmes qui, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, seront ceux qui iront gagner des médailles d'or. Il y a une urgence de la situation, faire en sorte que non seulement on rappelle que le sport, c'est l'école de la vie, mais c'est vraiment montrer que le sport doit être partie intégrante de l'éducation de nos enfants. Plus de sport à l'école, dans les collèges, dans les lycées, plus de classes à horaires aménagés sport, plus de classes à horaires aménagés comme on en a à la cité scolaire Le Corbusier. Ça fonctionne magnifiquement bien. Il faut faire confiance au sport. Quand on fait confiance au sport, on n'est jamais déçu. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le montrent. La France est un pays de sportifs, donc pourtant on parle peu de sport dans les différents programmes de campagne, en tout cas pour la présidentielle 2022. On parle beaucoup écologie, immigration, sécurité, mais très peu de sport finalement. Pour l'année prochaine, le ministère des Sports verra son budget augmenter de 22%. Il passera à 987 millions d'euros. C'est un budget qui a toujours augmenté au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il était en 2018, on le rappelle, de 481 millions d'euros. On voit un petit peu l'évolution. Mais pourtant, c'est toujours, entre guillemets, que 0,3% du budget de l'État. Alors, Carl Olive, est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme un pays sportif quand 0,3% de notre budget est consacré au sport ? La réussite du sport et des sportifs, c'est pas seulement une équation financière. Ça doit être aussi une équation de lisibilité. Où je vous rejoins, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de tuyaux qui permettent d'aller chercher des subventions dans différents ministères et que finalement, les associations sportives, les clubs, on parle de sport, mais on pourrait parler d'autres structures comme les structures de loisirs, les structures culturelles, ne savent pas où aller. Où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on ait vraiment une traçabilité qui soit bien plus lisible. Aujourd'hui, si on nous demande comment bénéficier d'un certain nombre de subventions, on ne sait pas où aller les chercher. Il nous faut absolument faire en sorte que l'ensemble de ces tuyaux ne fasse qu'un. En tout cas, c'est le vœu que je forme et c'est ce sur quoi je vais travailler pour l'État dans la mission aussi qui est la mienne. Dans les premiers retours que j'ai de terrain, c'est justement ce côté un peu trouble sur le fait de à qui dois-je m'adresser ? La porte d'entrée, quelle est-elle ? C'est le ministère des Sports parce qu'on parle de compétition, c'est le ministère du Travail parce qu'on parle d'insertion par le sport, c'est le ministère de la Santé parce qu'on parle du sport-santé. Donc vous voyez bien que le sport, c'est pas simplement un seul tuyau qui remonte au ministère des Sports, avec un budget qui a augmenté. Certes, il n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il a augmenté depuis 5 ans, ce qui ne s'était pas produit depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais il faut absolument qu'on ait plus de lisibilité sur le sujet. Donc pour répondre à votre question, oui, le budget a augmenté. Il faut absolument faire en sorte qu'on ait un espèce de tronc commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Devant les médaillés olympiques, le président Emmanuel Macron a annoncé le 13 septembre dernier la création d'un plan d'équipement à l'horizon des Jeux 2024. C'est le plan 5000 terrains de sport. 200 millions d'euros répartis sur 3 ans seront consacrés à la construction ou à la requalification de 5000 équipements sportifs de proximité, principalement dans les quartiers prioritaires de la ville. Que pensez-vous de ce plan ? Alors ça, c'est très intéressant, c'est ce que j'ai dit au président de la République, très intéressant. À Poissy, on les a mis en place dès 2017, le stadium Loris Alandre, par exemple, les strict workout de Sébastien Chabal. Ce qui est intéressant en plus, pardon de le dire, mais quand on fait de la politique, on est aussi redevable des deniers publics, c'est qu'on a réussi à obtenir 80% de subventions sur les 3 équipements qu'on a mis en place. Alors c'est intéressant parce que d'abord, c'est au cœur des quartiers. C'est intéressant parce que les gamins qui ne veulent pas aller en sport et qui ne veulent pas de licence peuvent occuper ces dispositif quand ils le souhaitent. C'est un peu à la méthode espagnole, où du matin jusqu'à minuit, on peut pratiquer. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est pas suffisant.
L'objectif, c'est aussi que ces jeunes puissent retrouver le chemin des clubs et, in fine, arriver à quitter le quartier. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est très bien pour rester dans le quartier. Et comme j'aime à dire, quand nos jeunes sont sur le terrain du matin au soir, ils ne sont pas ailleurs, pour faire des bêtises par exemple, mais il faut aussi les accompagner à la fois vers les clubs de sport et justement derrière pour pouvoir embrayer sur l'insertion par l'emploi au travers du sport. Jusqu'à présent, l'État accompagnait prioritairement des grands équipements en faible quantité dont les usagers sont parfois éloignés. Avec ce plan, l'État subventionnera des city-stades, des terrains de basket 3x3. On a vu cette nouvelle épreuve au JO de Tokyo, des terrains de proximité, donc immédiate, des lieux de vie ou de travail. C'est un changement de stratégie radical. Pourquoi aujourd'hui c'est important de ne pas oublier cet aspect de proximité du sport ? C'est intéressant ce que vous dites, Corentin, parce que effectivement, le sentiment que j'ai, c'est que le logiciel se remet à l'endroit de l'ère ERE de notre société. Finalement, c'est une décision darwiniste. C'est à nous mettre au niveau de la société, pas l'inverse. L'épidémie l'a montré. Et on a de nouveaux usages qui sont demandés par nos jeunes dans les quartiers, et il faut répondre à ces nouveaux usages. Et les dispositifs de proximité, les city-stades, les street workout, donc les sports en liberté, comme on les appelle, à l'extérieur, font partie de ces nouveaux usages. Mais de la même manière, quand je vois les opérations Cœur de Ville pour sortir un tout petit peu du sport, c'était la même chose. Cœur de Ville, la différence avec ce qu'on connaissait auparavant, c'est qu'auparavant on parlait de plan quartier, on ouvrait le robinet au sommet de l'État, on donnait 500 millions à toutes les communes qui avaient des QPV, donc des quartiers politiques de la ville, et on ne regardait pas la nature des projets. Aujourd'hui, ces projets doivent venir du terrain. On fait remonter les usages de terrain, on a un projet, et l'État va réfléchir sur le projet et donner un financement qui est eu égard au projet. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qui se passe avec ces nouveaux usages. Donc, je trouve que l'État, finalement, se met à l'heure de ce qui se passe sur le terrain. Ça signifie aussi que l'État se déplace sur le terrain. Et ça, c'est bien parce qu'on l'a souvent reproché au gouvernement de ne pas le faire. Cette année, le gouvernement, justement, a lancé une nouvelle aide financière pour le sport, le Pass Sport. Pour inciter les familles à emmener les enfants dans les clubs, une allocation de 50 € est accordée donc, par enfant pour une inscription dans une association sportive. Il fallait relancer le sport après le Covid. Alors, il fallait relancer le sport, il fallait surtout donner du pouvoir d'achat aux familles. Je vois ce qu'on fait à Poissy, encore une fois, depuis 2016-2017, avec justement ce passeport et ce passe culture qu'on a mis en place, donc il y a déjà bientôt 4 ans. C'est quoi ? C'est 30 € par famille, par enfant, qui entre 12 ans et 17 ans s'inscrit dans une association sportive de la ville de Poissy ou dans une association culturelle. 30 € par la mairie. Par la mairie, sans condition de ressources. La seule contrepartie, c'est qu'on veut simplement un acte citoyen, c'est-à-dire d'être des citoyens, je ne vais pas dire modèles, mais entre guillemets normaux, ce que j'appelle la réciprocité entre les droits et les devoirs. En respectant ça, aucune difficulté, vous avez 4 enfants, vous avez 4 x 3, 120 €. L'État va dans ce sens-là, et ça peut être complété d'ailleurs par les aides de l'État. Simplement, l'État met un passeport, je crois que c'est 50 € par enfant, sous condition de ressources. Donc c'est bien aussi. J'aurais aimé aussi qu'il y ait cette petite contrepartie qui fasse que si jamais le gamin qui a 12 ans se retrouve à 2h du matin à casser un abribus, on suspend ses aides. Il me paraît important qu'on soit dans un contrat gagnant-gagnant. Mais évidemment que ça va dans le bon sens. C'est pas simplement pour que nos jeunes retrouvent le chemin des clubs, c'est pour que les familles aient du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, vous savez que le pouvoir d'achat est au cœur justement des Français, de ce qu'il manque et de ce qu'ils réclament, et je trouve que pour le coup le gouvernement a parfaitement raison d'aller dans ce sens-là. Le sport, c'est malheureusement aussi de la violence. Cette semaine, le match Nice-Marseille a été rejoué à 3. Des incidents avec les supporters niçois avaient causé l'interruption du match à Nice fin août. En tant que membre du conseil d'administration de la LFP, vous aviez alors demandé à ce que des sanctions draconiennes soient prises. Le supporter niçois qui avait frappé le joueur de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. C'est un bon message qui a été envoyé ? Alors
Rappelez simplement, Corentin, que pour aller jusqu'au bout de votre phrase, que le match disputé à 3 était à huis clos. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de problème. Moi, je suis toujours triste. Je suis toujours triste pour le sport et pour le football. Et je suis triste pour le public de voir une bande d'illuminés, une bande de voyous, une bande de cons, pardonnez-moi, venir pourrir un sport comme ils pourrissent la société. C'est toujours une minorité qui vient finalement polluer le quotidien d'une grande majorité silencieuse. Dans un stade, vous avez 95% du public dans un stade qui est là pour vivre sa passion et ça se passe très bien. Et puis vous avez 5% d'abrutis qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, vont vouloir ternir et polluer une rencontre ou polluer une équipe adverse. On l'a encore vu dimanche à Marseille. Et Dieu sait si les Marseillais ont parfaitement, je dirais, été dans la prévention en expliquant qu'il fallait éviter toutes ces incivilités. Quelles mesures faudrait-il pour on a vu Payet sur les réseaux sociaux prévenir, on l'a vu encore sur le terrain, et pourtant vous avez des abrutis qui balancent des bouteilles, etc. À mon sens, il n'y a pas de vérité, parce que c'est pas une science, Corentin, il faut rester très humble sur le sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les clubs vraiment soient dans un contrat, encore une fois, gagnant-gagnant, avec les clubs de supporters. Et que chacun prenne ses responsabilités. C'est aussi aux clubs de supporters, qui connaissent leurs supporters, qui connaissent leurs ultras, d'expliquer que la moindre bavure, la moindre dérive, elle est avec une sanction immédiate, c'est exclusion du supporter en question, et derrière la justice doit avancer. Alors là, on a 1 an avec sursis et quelques milliers d'euros d'amende. Ça va dans le bon sens. Je suis juste déçu typiquement que, voilà, mais ça c'est à titre perso, que ce supporter qui a couru dimanche en plein match après Messi soit convoqué par la justice et ressorte avec un rappel à la loi. C'est pas suffisant, parce que tous les week-ends, on peut avoir des supporters qui vont donc rentrer sur le terrain, faire leur numéro de claquette, faire une belle photo avec je sais pas qui. Si ça s'arrête là, tant mieux, mais on peut imaginer le pire, et repartir avec un rappel à la loi, ça me paraît insuffisant. Mais Poissy, c'est la future ville du PSG, un club qui vous tient à cœur, on le sait. Le chantier du futur centre d'entraînement a été officialisé en 2016. Il est estimé entre 250 et 300 millions d'euros. Le projet devrait aboutir pour l'été 2023. Où en sont les travaux ? Alors ça avance très bien, justement ce matin en venant ici dans votre belle station de radio avec Estelle, l'une de mes collaboratrices, on se faisait la réflexion de voir que le chantier avançait, mais vraiment à grands pas. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent à venir simplement voir de l'extérieur l'ampleur de ce chantier qui avance avec ces quelques 3000 arbres. Je rappelle que c'est 92% d'espaces sensibles et naturels qui vont être mis en place. C'est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c'est 16 terrains de football, c'est le football mais également le handball et le judo, avec dans un deuxième temps la création d'un stade de 3 à 5000 places, et c'est effectivement 250 millions d'euros. Et puis Jean-Claude Blanc, le directeur général du Paris Saint-Germain, qui fait un travail exceptionnel, qui au jour le jour nous tient informés de l'évolution du chantier. Enfin, je veux dire que c'est un travail collectif, que ce centre d'entraînement n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas travaillé main dans la main avec le département des Yvelines, avec la communauté urbaine, Grand Paris Seine-et-Oise, avec la région Île-de-France, avec les agriculteurs, avec les habitants, avec l'État, avec la ville de Poissy. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Qu'est-ce que cela va permettre pour Poissy ? Un gain en notoriété, des nouvelles perspectives pour l'avenir ? Un tout petit exemple, nous sommes aujourd'hui le week-end avant le 1er novembre, le 4 novembre, jeudi, première pierre de Porsche qui vient installer sa plus grande concession d'Europe en face du Paris Saint-Germain. C'est un aspirateur et une attractivité économique à nul autre pareil. C'est formidable pour le Paris Saint-Germain, c'est formidable pour Porsche, c'est formidable pour Poissy, c'est formidable pour le territoire parce qu'on parle d'emploi et notre premier combat doit être l'emploi. Dans votre ville de Poissy, les agents municipaux ont la possibilité de faire 2 heures de sport par semaine sur leur temps de travail. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que je suis convaincu que le sport est un accélérateur sanitaire, que les vertus du sport, on le dit souvent, mens sana in corpore sano, un corps sain dans un esprit sain. Et il me semble que lorsque vous avez une ville de Poissy qui n'a pas augmenté sa pression fiscale, qui a diminué, qui a fait 25% d'économie de fonctionnement en 6 ans, on le doit certes à l'impulsion politique, mais on le doit surtout à nos agents qui ont accepté de relever le défi. Comment, entre guillemets,
récompenser ces agents. Alors évidemment, il y a les primes qu'on a pu sortir, mais il y a aussi un dispositif qu'on a mis en place. Et donc nous offrons 2 heures de sport dans le cadre du temps de travail par semaine à nos agents. On a mis ce dispositif en place en 2017. On s'était donné 3 ans pour voir si ça fonctionne ou pas. On s'est aperçu au bout d'1 mois que c'était tout simplement extraordinaire, puisque désormais, tous les mois, tous les cycles, nous avons entre 140 et 200 agents de la ville de Poissy qui participent à ces créneaux de nage avec palme, de marche nordique, de relaxation, de chorale, de renforcement musculaire, amélioration des conditions de travail d'un côté, baisse de l'absentéisme de l'autre, 750 jours d'absentéisme en moins sur 1 an, 100 000 euros d'économie, 50 000 euros réinjectés pour l'amélioration des conditions de travail. On est dans un contrat gagnant-gagnant. Et je vais plus loin. C'est également une manière d'accélérer l'insertion sociale avec 60 services différents. Améliorer également la relation entre les managers et les agents. Quand vous êtes on a également la chorale, quand vous êtes dans une chorale et que vous avez quelqu'un qui est membre du cabinet de la ville de Poissy avec un agent des services techniques, avec un agent de service de l'état civil, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de membre de cabinet. Il y a des chanteurs qui viennent assumer et assouvir leur passion. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, j'ajoute que on a plus de femmes, par exemple, qui participent à l'ensemble de ce dispositif que les hommes, et c'est certainement pas moi qui vais m'en plaindre. Ce serait donc une mesure à généraliser à l'ensemble des communes. Alors j'aimerais. Alors il y a déjà des départements qui l'ont mis en place. On l'a décliné également à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Vous savez que j'en suis le président du conseil de surveillance, et c'est un impact zéro pour la commune. C'est important de le dire également, hein. C'est-à-dire que puisque c'est encadré par les éducateurs du service des sports de la ville de Poissy, il n'y a pas d'impact financier. C'est tout simplement extraordinaire. Et moi, je suis ravi, encore une fois, d'être dans un contrat gagnant-gagnant. On ne peut pas systématiquement mettre la pression sur les agents en leur demandant de faire toujours plus avec moins. Il faut qu'on soit dans une relation équitable, amélioration des conditions de travail, et puis derrière, baisse de l'absentéisme. Merci. Et puis, on a des agents qui sont toujours en pleine forme et qui ont la banane, et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Carl Olive, d'être venu dans l'hebdo politique. Je rappelle que vous êtes maire d'Hiver Droite de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo politique. Mon invité sera alors Ghislaine Séné, la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. Très bonne soirée à tous. L'hebdo politique.